Le milliardaire a forcé le mariage, certain qu'elle lui obéirait. La Vierge de 21 ans semblait innocente, mais cachait quelque chose de choquant. À l'hôtel, il n'en croyait pas ses oreilles. Était-ce vraiment possible? Quand la vérité a éclaté, il a compris qu'il avait tout perdu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire pour nous dire d'où vous regardez. Les premiers rayons du soleil baignaient l'imposante demeure dans le 16e arrondissement, quartier distingué de Paris, soulignant les contours de l'architecture contemporaine qui servait de symbole au pouvoir de Philippe Mercier Duchamp. À 45 ans, Philippe n'était pas seulement le propriétaire du plus grand conglomérat technologique de France, mais une figure presque mythique dans le monde des affaires. Son nom résonnait dans les salles de réunion de Paris à New York, de Londres à Tokyo. Quand Philippe parlait, le marché écoutait. Quand Philippe agissait, le marché réagissait. Ce matin-là, tout en savourant son café colombien, ses yeux brun foncé se posèrent sur la nouvelle qui faisait la une de tous. Les journaux financiers du pays, Groupe Mercier acquiert le réseau hospitalier Lambert pour un montant record. Ce n'était qu'une pièce de plus sur son échiquier, une acquisition stratégique supplémentaire qui étendait son empire au-delà de la technologie, pénétrant le secteur de la santé privée. Monsieur, la visioconférence avec les actionnaires est programmée pour 9 heures, l'informa Guillaume, son assistant personnel depuis plus d'une décennie, un homme aussi loyal qu'invisible. Philippe acquiesça sans détourner les yeux de sa tablette où il révisait les chiffres de sa dernière acquisition. Et les informations que j'ai demandées sur la famille Lambert, elles sont dans le dossier confidentiel sur votre bureau, monsieur. Ce fut seulement après le départ de Guillaume que Philippe s'autorisa un rare sourire. Le dossier sur la famille Lambert était plus qu'une analyse financière. C'était la clé de la prochaine étape de son plan méticuleusement élaboré. L'acquisition du réseau hospitalier n'était pas qu'une simple affaire. C'était un piège pour attirer, dans son orbite, la seule personne qui l'intéressait, Émilie Lambert. Émilie, la fille cadette du docteur Antoine Lambert, fondateur du réseau hospitalier, était une jeune femme de 21 ans, fraîchement diplômée en médecine, brillante, déterminée et, plus important pour Philippe, complètement étrangère au monde des affaires qu'il dominait. Sa beauté était remarquable, mais ce n'était pas ce qui attirait Philippe. C'était quelque chose de plus rare et pour lui, plus précieux. Sa pureté apparente, son dévouement sincère aux causes sociales, son idéalisme encore préservé. À Clichy-sous-Bois, dans la banlieue parisienne, Émilie terminait sa garde à la clinique communautaire qui servait la population locale. Avec ses cheveux noirs attachés en un chignon improvisé et sa blouse blanche légèrement froissée après 12 heures de service, elle semblait épuisée, mais satisfaite. « Docteur Émilie, quelqu'un vous attend à l'accueil », l'informa Hélène, l'infirmière en chef. Émilie consulta sa montre. Presque 9 heures du soir. Elle n'attendait personne. À l'accueil, un homme en costume impeccable patientait. « Mademoiselle Lambert, je suis Paul Renaud, représentant du groupe Mercier. Monsieur Philippe Mercier Duchamp souhaiterait vous inviter à dîner ce soir. » Émilie fronça les sourcils. « Mercier? Le même Mercier qui vient d'acheter les hôpitaux de ma famille? » « Exactement, mademoiselle. Dites à votre patron que je n'ai aucun intérêt pour les dîners d'affaires. S'il veut parler des hôpitaux, mon père est la personne indiquée. » Paul sourit poliment. « Monsieur Mercier a été très clair sur le fait que l'invitation est personnelle, non professionnelle, et il m'a demandé de vous remettre ceci, au cas où vous refuseriez. » Il lui tendit une enveloppe. Émilie, réticente, l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas de carte ou de lettre formelle, juste une photographie. Son père, Antoine Lambert, apparemment inconscient dans un lit d'hôpital, relié à divers appareils. « Qu'est-ce que cela signifie ?» La voix d'Émilie tremblait, mêlant peur et indignation. « Juste un rappel de la fragilité de la vie, mademoiselle. Votre père a eu un malaise cet après-midi. Il est stable, mais... Eh bien, Monsieur Mercier pense que vous avez beaucoup à vous dire. » Ce soir-là, dans le luxueux restaurant au sommet de l'hôtel Georges V, avec la vue panoramique de Paris comme toile de fond, Philippe attendait patiemment. Quand Émilie arriva enfin, portant encore son jean simple et un chemisier blanc, basique, la seule concession avait été de détacher ses cheveux, ses yeux étincelaient de colère. « Qu'avez-vous fait à mon père ?»
exigea-t-elle sans se soucier des regards des autres clients. Philippe resta impassible. « Asseyez-vous, je vous prie, docteur Lambert. Votre père va parfaitement bien, simplement sous observation médicale après une petite frayeur. Il se repose, maintenant sous les meilleurs soins. Je ne comprends pas à quel jeu malsain vous jouez, mais ce n'est pas un jeu, Émilie, c'est une proposition. » Philippe fit signe au serveur d'apporter le vin. « Je suis prêt à garantir que votre père reçoive les meilleurs soins médicaux possibles. De plus, je peux assurer que tous les projets sociaux des hôpitaux Lambert continuent, y compris votre précieuse clinique à Clichy-sous-Bois. Je peux même développer le programme, créer 10 autres unités comme celle-là. » Émilie plissa les yeux. « En échange de quoi? En échange de votre main, devenez ma femme. » Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle parole. Émilie regarda Philippe, comme s'il venait de se transformer en une créature mythologique devant ses yeux. « Vous êtes complètement fou. Au contraire, je suis extrêmement pragmatique. J'ai besoin d'une épouse qui me confère une respectabilité sociale, quelqu'un avec un parcours impeccable et des valeurs incontestables. Vous avez besoin d'assurer la sécurité de votre père et la continuité des projets sociaux qui vous tiennent tant à cœur. C'est un accord qui profite à tous les deux. Un accord, ce n'est pas un accord, c'est du chantage. » Philippe sourit légèrement, un geste calculé pour paraître presque humain. « Le chantage implique une menace, Émilie. Je présente simplement une équation. J'offre quelque chose de précieux. Vous offrez quelque chose de précieux. Ce que vous décidez de faire avec cette information est votre choix. » Il fit glisser un contrat sur la table. « Pensez-y comme un accord commercial, pas très différent de celui que votre père a signé aujourd'hui. » Émilie ne toucha pas au document. « Et si je refuse ? » « Alors la vie suit son cours naturel. Votre père restera sous surveillance médicale, mais je ne peux garantir les résultats. La clinique de Clichy-sous-Bois, malheureusement, fermera. Question de viabilité économique. Et les autres projets sociaux? Eh bien, en période de restructuration d'entreprise, des coupes sont inévitables. » Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes de colère. « Pourquoi moi? Il doit y avoir des centaines de femmes disposées à vous épouser pour votre argent. Précisément pour cette raison que je ne les veux pas. Je veux quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ma fortune, quelqu'un qui apporte quelque chose de plus précieux, l'authenticité. » À ce moment, en regardant l'homme en face d'elle, Émilie réalisa qu'elle se trouvait devant quelqu'un qui voyait le monde entier comme sa propriété personnelle. Pour Philippe Mercier-Duchamp, les gens n'étaient que des ressources à acquérir, utiliser et, quand cela convenait, jeter. « Combien de temps ai-je pour décider ?» demanda-t-elle d'une voix basse. « Jusqu'à demain midi. L'état de santé de votre père peut changer rapidement, vous comprenez. » Quand Émilie quitta le restaurant, elle se sentait comme si elle vivait un cauchemar. Dans le taxi en route vers l'hôpital où son père était interné, elle se permit de verser toutes les larmes qu'elle avait retenues. Mais entre les sanglots, quelque chose commença à se former dans son esprit. Ce n'était pas seulement du désespoir, mais le début d'une résolution. Philippe Mercier voulait une épouse trophée, une vierge sacrificielle pour son autel de pouvoir. Il la voyait comme une pièce facilement manipulable, une jeune naïve qui céderait à ses pressions. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne savait, c'était que derrière cette apparence fragile et innocente, Émilie Lambert cachait qu'un secret. Un secret qui se transformait maintenant en la seule arme qu'elle possédait contre l'homme qui menaçait de détruire tout ce qu'elle aimait. Tandis que le taxi avançait dans la ville illuminée, Émilie prit sa décision. Elle accepterait la proposition de Philippe. Elle entrerait dans sa maison, dans son monde, portant le masque de soumission qui l'attendait. Et puis, quand il s'y attendrait le moins, elle montrerait à Philippe Mercier-Duchamp exactement qui était Émilie Lambert. La cathédrale Notre-Dame de Paris, imposant monument architectural au cœur de la capitale française, n'avait jamais été témoin d'une cérémonie aussi paradoxale que le mariage de Philippe Mercier-Duchamp et Émilie Lambert. À l'extérieur, c'était l'événement social de l'année, avec l'élite de la société française agglutinée sur les bancs ornés, des photographes de presse capturant chaque instant, et des arrangements d'orchidées blanches évalués à de petites fortunes décorant l'hôtel. À l'intérieur, c'était une transaction commerciale déguisée en sacrement. Émilie avançait dans l'allée centrale aux côtés de son père, le docteur Antoine Lambert, qui s'était rétabli miraculeusement après qu'elle eut accepté la proposition de Philippe. Sa robe
conçu par un styliste renommé exclusivement pour l'occasion, avait coûté plus que toute l'opération annuelle de la clinique de Clichy-sous-Bois. L'ironie ne lui échappait pas. Combien de vies auraient pu être sauvées avec le prix de ce bout de tissu et de dentelle? « Tu peux encore renoncer, » murmura son père, percevant la tension dans ses épaules. « Non, je ne peux pas, » répondit-elle, gardant un sourire diplomatique sur ses lèvres. « Et tu le sais. » Docteur Antoine serra légèrement sa main. « Il va te détruire, ma fille. Des hommes comme Philippe ne savent pas aimer, ils ne savent que posséder. »« Ne t'inquiète pas pour moi, papa. J'ai appris avec le meilleur chirurgien de France que parfois nous devons ouvrir pour guérir. » Elle ajusta son voile avec des doigts qui semblaient trembler de nervosité, mais qui en réalité tremblaient de détermination contenue. À l'hôtel, Philippe l'attendait avec l'expression impassible habituelle. Vêtu d'un smoking italien, impeccable, il ressemblait plus à une statue de marbre qu'à un fiancé ému. Ses yeux, cependant, parcoururent Émilie avec une intensité prédatrice qui fit frissonner sa peau. Ce n'était pas du désir qu'elle voyait, c'était de la satisfaction. La satisfaction d'un collectionneur qui venait d'acquérir une pièce rare. La cérémonie se déroula comme une pièce de théâtre bien répétée. Des vœux furent échangés, des alliances glissèrent sur des doigts, et une union qui n'avait rien de sacré fut bénie devant Dieu et la haute société parisienne. Quand l'évêque prononça les paroles finales et que Philippe se pencha pour le baiser protocolaire, Émilie sentit un frisson parcourir son échine. Ses lèvres étaient froides, calculées, précises, comme tout dans sa vie. La réception eut lieu dans les jardins du château de Versailles, l'une des propriétés de Philippe. Sous des tentes en soie et des lumières stratégiquement placées pour créer une atmosphère éthérée, 400 invités soigneusement sélectionnés portaient un toast à l'union parfaite entre l'homme le plus puissant de France et la jeune médecin humanitaire. « Vous êtes éblouissante, Madame Mercier », commenta Caroline de Beauvoir, épouse d'un sénateur et figure éminente de la charité de façade qui dominait les cercles sociaux de Paris. Philippe a vraiment su choisir, si jeune, si pur. Émilie força un sourire. « Merci, Madame de Beauvoir. J'espère pouvoir apprendre beaucoup de femmes expérimentées comme vous. » « Oh, ma chère, la première leçon est que des hommes, comme nos maris, ont besoin de liberté. Comprenez cela et votre mariage sera durable. » Caroline but une gorgée de champagne, ses yeux communiquant bien plus que ses paroles. D'un coin éloigné, Émilie remarqua une femme qui détonnait parmi les invités. Non par son apparence, sa robe était convenablement élégante, mais par la façon dont elle observait non pas les mariés, mais les invités, avec des yeux analytiques et calculateurs. « C'est Béatrice Moreau », informa Philippe, se matérialisant à ses côtés et suivant son regard. « Mon avocate et conseillère. Ne vous laissez pas tromper par son apparence délicate. C'est l'un des requins les plus féroces du droit des affaires. Il semble que vous ne vous entouriez que de personnes utiles, observa Émilie. Philippe sourit, un geste qui n'atteignait pas ses yeux. L'efficacité est une vertu, ma chère. Les gens sont des investissements comme les autres. Certains offrent des rendements exceptionnels. Et quel rendement attendez-vous de moi ? Osa demander Émilie, protégée par la façade d'une conversation conjugale intime aux yeux des observateurs distants. La légitimité, la classe, un certain vernis moral que l'argent seul ne peut acheter. Il toucha son visage avec une fausse tendresse. Et bien sûr, éventuellement, un héritier. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas pressé pour cela. La fête se prolongea dans la nuit, un spectacle d'extravagance calculée. À chaque coupe de champagne non bu, à chaque sourire diplomatique, à chaque conversation superficielle avec des personnes dont les noms faisaient les gros titres des journaux, Émilie se sentait de plus en plus comme une poupée dans une maison de poupées grandeur nature. Quand finalement le dernier invité se retira, Philippe la conduisit jusqu'à la limousine qui les emmènerait non pas vers une lune de miel romantique, mais directement vers le manoir de Philippe, maintenant le leur dans le 16e arrondissement. « Il n'y aura pas de voyage de noces ?» demanda Émilie, plus par curiosité que par déception. « J'ai des affaires importantes la semaine prochaine », répondit-il, vérifiant les messages sur son smartphone. « Peut-être le mois prochain, si les marchés asiatiques se stabilisent. » Le 5. Manoir Mercier était exactement comme Émilie l'avait imaginé. Monumental, impeccable et complètement dépourvu de chaleur humaine. Marbre italien, bois rare, œuvres d'art choisies non par goût esthétique, mais pour leur valeur d'investissement.
Chaque objet, chaque détail architectural criait pouvoir et richesse, mais murmurait une profonde solitude. Une gouvernante, âgée d'origine bretonne, les accueillit avec une formalité répétée. « Bienvenue, Madame Mercier, je suis Madame Morvan, responsable de la maison. Pour toute nécessité, je suis à votre disposition. » Philippe consulta sa montre-bracelet. « Madame Morvan vous montrera vos appartements. J'ai une visioconférence avec Singapour dans une demi-heure. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Ah, et Émilie, bienvenue dans votre nouveau foyer. » Suivant Madame Morvan à travers les couloirs silencieux, Émilie fut conduite à une suite plus grande que tout son appartement d'étudiante. Décorée dans des tons de bleu clair et blanc, avec des meubles élégants mais froids, elle semblait avoir été conçue à partir d'une image idéalisée de ce que devrait être la chambre d'une jeune épouse, sans aucune consultation de ses goûts personnels. « Vos affaires ont déjà été rangées, madame », informa Morvan, ouvrant les portes d'un dressing rempli de vêtements qu'Émilie n'avait jamais vus. « Monsieur Philippe a fourni une nouvelle garde-robe complète, adaptée à votre nouvelle position. » Émilie ouvrit l'un des tiroirs et trouva des lingeries en soie et dentelle, encore étiquetées de grandes marques françaises. « Et mes propres vêtements ? Monsieur a jugé préférable de les donner à des œuvres caritatives. » Pour la première fois, Madame Morvan sembla mal à l'aise. Il a dit que Madame Mercier méritait un nouveau départ. Quand la gouvernante se retira enfin, Émilie s'autorisa un moment de vulnérabilité authentique. Elle s'assit au bord du lit king-size et laissa échapper quelques larmes. Ce n'étaient pas des larmes de regret ou de peur, mais de colère. Une colère froide et calculatrice qui commençait à se cristalliser en résolution. Philippe effaçait systématiquement qui elle était, la remodelant selon sa vision idéalisée. D'abord ses vêtements, puis ce seraient ses habitudes, ses amitiés, ses idéaux. Elle marcha jusqu'à la fenêtre panoramique, observant les jardins impeccables illuminés par des lumières stratégiques. La propriété était entourée de hauts murs, et elle pouvait le parier, de systèmes de sécurité de dernière génération. Une prison de luxe, comme tant d'autres, où des femmes comme elle finissaient confinées au fil de l'histoire. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Madame Morvan à nouveau. « Madame, j'ai oublié de mentionner. Monsieur Philippe a demandé de vous informer que le petit déjeuner sera servi à 7 heures et qu'il apprécie la ponctualité. » La vieille dame hésita. « Et votre chambre est surveillée par des caméras de sécurité. Pour votre protection, a-t-il dit. » Quand la porte se referma à nouveau, Émilie s'autorisa un sourire amer. Alors c'était comme ça, surveillée à chaque instant, contrôlée dans chaque aspect. Elle marcha jusqu'à la salle de bain luxueuse, ouvrit le robinet de la baignoire et laissa l'eau couler bruyamment. Sous le bruit de l'eau, elle se pencha sur le lavabo et murmura pour elle-même « Tu crois me connaître, Philippe Mercier. Tu crois que je suis juste une médecin idéaliste que tu peux façonner et contrôler. Mais tu n'as aucune idée de qui tu as vraiment fait entrer dans ta maison. » Cette nuit-là, allongée dans le lit qui symbolisait sa prison dorée, Émilie révisa mentalement chaque détail qu'elle avait observé. L'emplacement des caméras, les habitudes du personnel, les routines de la maison, le plan des lieux, qu'elle avait discrètement mémorisé pendant qu'on la guidait à travers les pièces. Son plan commencerait demain. Philippe voulait une épouse trophée, soumise et reconnaissante. Elle lui donnerait exactement cela, la parfaite illusion qu'il désirait tant. Et pendant qu'il se délecterait de sa victoire apparente, elle commencerait, lentement et méticuleusement, à travailler en coulisses. Car Émilie Lambert, maintenant Émilie Mercier, n'était pas seulement la médecin humanitaire que tous connaissaient. Il y avait un autre côté d'elle, forgé dans l'ombre d'un passé que personne, pas même sa famille, ne connaissait complètement. Et ce côté était sur le point de s'éveiller. Les premiers rayons de soleil avaient à peine traversé les rideaux qu'Émilie était déjà debout. 6h30, 30 minutes avant l'heure à laquelle Philippe s'attendait à la voir à la table du petit déjeuner. Elle choisit soigneusement une robe simple mais élégante de sa nouvelle garde-robe. Bleu clair, discrète, exactement le genre de vêtements qu'une épouse trophée porterait pour plaire à son mari. Maquillage léger, cheveux soigneusement arrangés avec une précision étudiée. Le pendentif de perles qu'il lui avait offert comme cadeau de mariage ornant son cou. Le masque était en place. « Bonjour, mon cher », salua-t-elle en entrant à la salle à manger à 7 heures précises. Philippe y était déjà, comme prévu,
dévorant le Financial Times tout en buvant son café noir. Il leva brièvement les yeux, un éclair de surprise rapidement maîtrisé. « Bonjour Émilie, avez-vous bien dormi ?»« Merveilleusement, mentit-elle, se servant une tasse de thé. Le lit est extrêmement confortable. »« J'en suis ravi. Ce soir, nous dînons chez le préfet. Il est impatient de rencontrer la nouvelle. »« Madame Mercier. » Émilie acquiesça avec un sourire répété. « Dois-je porter la robe verte que vous avez sélectionnée ?»« Ce serait parfait. » Philippe l'étudia un moment. « Vous semblez adapté. Je m'attendais à plus de résistance. » Elle haussa légèrement les épaules. « Je suis une personne pratique, Philippe. Notre situation est ce qu'elle est. Je peux lutter contre elle et être malheureuse, ou l'accepter et en tirer le meilleur parti possible. Je préfère la seconde option. » Un léger sourire de satisfaction traversa les lèvres de Philippe. C'était exactement ce qu'il voulait entendre. Enfin, une petite victoire pour nourrir son ego, pour confirmer qu'il avait fait le bon choix. « Je suis heureux que vous soyez une femme intelligente, Émilie. Notre partenariat peut être mutuellement bénéfique. » Il plia le journal. « J'ai des réunions toute la journée. Guillaume a prévu une voiture pour vous si vous souhaitez sortir. Évidemment, Marc vous accompagnera. » Marc, avait-elle découvert, était le garde du corps désigné pour être son ombre. Un homme de près de 2 mètres, à l'expression perpétuellement sérieuse et aux yeux qui ne manquaient pas un seul mouvement. « En fait, dit-elle, calculant chaque mot, j'espérais pouvoir rendre visite à mon père aujourd'hui. Il est encore en convalescence. » Philippe considéra la demande un moment. « Bien sûr, la famille est importante, mais vous reviendrez avant 16 heures pour vous préparer pour le dîner. » Ce n'était pas une question. « Naturellement, répondit-elle, baissant les yeux dans une démonstration de soumission qu'elle savait plaisante. » Quand Philippe sortit, Émilie resta à table, se servant plus de thé tout en cataloguant mentalement chaque détail qu'elle avait observé pendant le petit déjeuner. La disposition des caméras de sécurité, discrètement installées dans les coins du plafond. La routine matinale du personnel de maison. Les préférences exactes de Philippe, de la température du café à la façon dont il aimait que la serviette soit pliée. Son plan dépendait de la connaissance approfondie de chaque aspect de ce monde. « Madame Mercier ?» La voix de Madame Morvan interrompit ses pensées. « La voiture est prête quand vous le souhaitez. » « Merci, Madame Morvan. » Émilie hésita, puis demanda d'une voix désinvolte. « Vous travaillez pour Monsieur Philippe depuis longtemps ?» Les yeux de la vieille Bretonne s'adoucirent légèrement. « 22 ans, Madame. Depuis qu'il a acheté cette maison, juste après avoir fait sa première fortune avec cette entreprise de logiciels. Vous devez bien le connaître, alors. » « Je connais ses habitudes, ses préférences. » Madame Morvan fit une pause, choisissant ses mots. « Monsieur Philippe est un homme réservé. Il garde ses distances même avec ceux qui le servent depuis des décennies. Je comprends. » Émilie se leva. « Et les autres employés, tous travaillent ici depuis aussi longtemps que vous ?»« La plupart. Monsieur Philippe valorise la loyauté par-dessus tout. » Madame Morvan ajusta un arrangement floral sur la table. « Sauf Guillaume, bien sûr. Il est relativement nouveau, seulement 5 ans. » Son assistant personnel ? Oui, un jeune homme brillant. Monsieur Philippe l'a fait venir d'une université américaine, je crois. MIT ou quelque chose comme ça. On dit qu'il a refusé des offres d'Amazon et de Google pour travailler directement avec Monsieur Philippe. C'était une information intéressante. Quelqu'un qui avait choisi Philippe spécifiquement, pas juste un employé embauché. Dans la voiture, en route vers l'hôpital où son père était encore hospitalisé pour observation, Émilie essaya d'établir une sorte de connexion avec Marc, le garde du corps. « Vous travaillez pour Monsieur Mercier depuis longtemps ?»« 8 ans, madame. » Réponse courte, professionnelle. Ça doit être un travail intéressant. Il a ses moments. Évidemment, Philippe choisissait du personnel qui savait tenir sa langue. Cela compliquerait les choses, mais ce n'était pas un obstacle insurmontable. À l'hôpital, son père l'accueillit avec une étreinte serrée. Le docteur Antoine Lambert, à 65 ans, gardait toujours la posture droite et le regard attentif qui avait fait de lui l'un des chirurgiens les plus respectés du pays. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus dans ses yeux, de l'inquiétude. « Comment vas-tu vraiment, ma fille ?» demanda-t-il dès qu'ils furent seuls dans la chambre. Émilie vérifia discrètement s'il y avait des caméras ou des micros dans la pièce, une habitude qu'elle développait rapidement. « Je fais ce qui doit être fait, papa. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu sais que ce n'est pas ce que je voulais pour ta vie. » « Je sais. »
Elle prit les mains de son père. « Mais je veux que tu saches que je vais bien, et que tout ira bien, finalement. » Docteur Antoine l'étudia intensément. « Il y a quelque chose dans tes yeux, Émilie, quelque chose qui n'y était pas avant. Juste de la détermination, papa, juste de la détermination. » Ce qu'elle ne pouvait pas dire, même à lui, c'était le plan qu'elle commençait. Déjà à exécuter. Moins il en savait, plus il serait en sécurité. Au retour vers le manoir, Émilie demanda au chauffeur de faire un petit détour par le quartier de Neuilly. « Il y a une librairie là-bas que j'aimerais visiter », expliqua-t-elle. À Marc, qui fit immédiatement un appel téléphonique, probablement pour vérifier avec Philippe si le détour était autorisé. Dans la librairie, tout en faisant semblant de parcourir des titres d'auto-assistance et de romans légers qui correspondaient à l'image qu'elle construisait, Émilie acheta discrètement un journal intime à couverture de cuir, quelque chose qu'elle prévoyait d'utiliser non pas pour des confidences personnelles, mais pour documenter méticuleusement chaque découverte sur l'empire de Philippe. De retour au manoir, à 15h45, 15 minutes avant le délai fixé par Philippe, elle trouva Béatrice Moreau, l'avocate qu'elle avait vue à la réception de mariage, qui l'attendait dans le salon. « Madame Mercier », la femme salua formellement. « J'espère ne pas vous déranger. »« Pas du tout », répondit Émilie, curieuse. « Philippe est-il à la maison ?»« Pas encore. En fait, je suis venue vous parler. » Béatrice indiqua le canapé. « Philippe m'a demandé de discuter de certains détails pratiques concernant votre nouveau statut. » Pendant l'heure qui suivit, Béatrice expliqua en termes clairs et précis les diverses restrictions qui accompagnaient le titre de Madame Mercier. L'accord postnuptial que Philippe s'attendait à ce qu'elle signe, les limites de la carte de crédit illimitée qu'il avait fournie, les attentes concernant les apparitions publiques, les interviews avec la presse, le comportement sur les réseaux sociaux. En résumé, conclut Béatrice, Philippe attend une discrétion absolue sur les affaires familiales et commerciales. Toute communication avec la presse doit être préalablement approuvée. Et naturellement, les décisions concernant l'expansion familiale seront prises conjointement au moment opportun. Émilie écoutait tout avec une expression attentive et docile, acquiescent aux moments appropriés, posant des questions qui indiquaient l'acceptation des conditions. Mais intérieurement, chaque nouvelle restriction était un combustible pour sa détermination. « Il y a une dernière chose », ajouta Béatrice tendant un dossier. « Les documents de dissolution de la clinique de Clichy-sous-Bois. » « Comment ça ?» Émilie sentit son sang se glacer. Philippe a promis que la clinique continuerait à fonctionner. C'était une partie de notre accord. Béatrice eut au moins la décence de paraître gênée. La clinique continuera à fonctionner, mais sous une nouvelle administration. Le groupe Mercier restructure tous les services communautaires du réseau Lambert. Pour des raisons juridiques et fiscales, l'entité actuelle doit être dissoute. Cela signifie que je ne pourrai plus y travailler. Ce n'était pas une question. Philippe estime que, en tant que son épouse, vous aurez d'autres responsabilités sociales plus adaptées à votre nouvelle position. Patronage de fondation, événements caritatifs, ce genre de choses. Émilie regarda les documents comme s'ils étaient une sentence. Puis, avec un mouvement délibérément lent, elle prit le stylo que Béatrice lui offrait. « Puis-je les lire ?» Tranquillement avant de signer. Un éclair de surprise passa dans les yeux de l'avocate. « Bien sûr, vous en avez tout à fait le droit. Mais Philippe attend ces documents signés d'ici la fin de la semaine. » Lorsque Béatrice se retira enfin, Émilie resta assise, immobile, les documents sur ses genoux. Les pièces du jeu bougeaient rapidement. Philippe éliminait systématiquement toutes ses connexions avec sa vie antérieure, tous les éléments qui définissaient qui elle était. La clinique de Clichy-sous-Bois n'était pas seulement un travail, c'était sa passion, son but. Sans elle, Émilie ne serait que ce que Philippe voulait qu'elle soit, un bel accessoire sans substance propre. Montant dans sa chambre pour se préparer pour le dîner chez le préfet, Émilie sentit la colère froide se cristalliser en quelque chose de plus dangereux encore, une résolution absolue. Philippe avait rompu sa parole moins d'une semaine après le mariage. Que ferait-il d'autre dans les mois, les années à venir? Dans le dressing, tout en choisissant la robe vert émeraude que Philippe avait sélectionnée, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas perçue auparavant. Une petite irrégularité dans le revêtement mural, presque imperceptible. Curieuse, elle appuya légèrement sur l'endroit et sentit le panneau céder légèrement.
Un passage secret? Une porte déguisée? Il n'y avait pas le temps d'enquêter maintenant, mais la découverte alluma une lueur dans son esprit. Cette maison, ce mausolée de marbre et de pouvoir, gardait certainement des secrets, et elle était déterminée à les découvrir, un par un. Chez le préfet, Émilie interpréta parfaitement son rôle. Elle sourit aux moments opportuns, fit des commentaires intelligents mais non provocateurs sur l'art et la littérature, complimenta la décoration de la résidence officielle et manifesta un intérêt approprié pour les histoires que les invités puissants partageaient. Philippe l'observait avec une satisfaction croissante. Elle était parfaite, élégante, discrète, charmante dans la juste mesure. Les autres hommes l'admiraient, les femmes l'enviaient discrètement. Elle reflétait exactement l'image qu'il avait voulu projeter. « Vous avez dépassé mes attentes ce soir », commenta-t-il dans la voiture, en rentrant. Ce n'était pas un compliment sincère, c'était l'approbation d'un dresseur pour un animal, qui avait correctement exécuté le tour enseigné. « Je suis heureuse de l'entendre. » Elle hésita, puis ajouta « Béatrice m'a apporté les documents concernant la clinique aujourd'hui. » Philippe garda les yeux fixés sur le paysage nocturne de la ville. « Oui, une formalité nécessaire. Vous aviez dit que la clinique continuerait. » Et elle continuera, simplement sous une gestion professionnelle adéquate. Ce n'était pas l'accord. Il se tourna finalement pour la regarder, un léger durcissement dans son regard. L'accord, Émilie, était que je garantirais la continuité des projets sociaux. Je n'ai rien dit sur votre participation personnelle à ceux-ci. C'est mon travail, Philippe. C'est qui je suis. C'était. Le mot résonna comme une sentence. Maintenant, vous êtes Émilie Mercier, mon épouse. Cela s'accompagne de certains privilèges et de certaines attentes. Le reste du trajet se déroula en silence. Émilie savait qu'elle avait testé les limites et qu'elle devait se replier stratégiquement. La bataille pour la clinique était perdue, pour l'instant. Mais la guerre ne faisait que commencer. Cette nuit-là, après que Philippe se fut endormi dans sa propre suite, il n'avait encore fait aucun geste pour consommer le mariage, ce qui était à la fois un soulagement et une curiosité. Émilie attendit que la maison soit complètement silencieuse. Puis, d'un pas silencieux, elle retourna au dressing pour examiner cette irrégularité dans le mur. En appuyant soigneusement sur différents points du panneau, elle finit par trouver le mécanisme caché. Avec un clic doux, une section du mur glissa sur le côté, révélant un couloir étroit éclairé par de faibles lumières encastrées dans le sol. Un passage secret, dans le manoir ultramoderne d'un magnate de la technologie. Dans d'autres circonstances, ce serait presque comique. Respirant profondément, Émilie entra dans le couloir, fermant le panneau derrière elle. Avançant lentement, elle arriva à une petite salle équipée de multiples moniteurs, de serveurs bourdonnant doucement et d'une station de travail sophistiquée. Était-ce une salle de sécurité secondaire? Un bureau privé? Prudemment, elle examina les moniteurs, reconnaissant des images de différentes pièces du manoir, y compris sa propre chambre. Alors Philippe la surveillait vraiment à chaque instant. Dans l'un des tiroirs, verrouillé mais facilement ouvert avec une épingle à cheveux qu'Émilie portait toujours dissimulée dans ses cheveux, une compétence acquise dans des circonstances que personne ne connaissait, elle trouva une collection de clés USB protégées, chacune méticuleusement étiquetée avec un nom et une date. L'une d'elles attira immédiatement son attention. Lambert A. Données médicales. Son père. Les mains tremblantes, elle connecta la clé USB à l'ordinateur. Les fichiers étaient protégés par mot de passe, mais l'un des écrans montrait encore un programme en cours d'exécution, un enregistreur de frappe qui enregistrait chaque touche tapée sur certains appareils de la maison. Il comprit, soupçonnait-elle, l'ordinateur que Philippe utilisait dans son bureau. Refermant tout soigneusement, Émilie remit la clé USB exactement comme elle l'avait trouvée et retourna silencieusement dans sa chambre. Allongée sur le lit, regardant le plafond où elle savait que des caméras l'observaient, elle s'autorisa un léger sourire. Philippe croyait la connaître. Il croyait pouvoir la contrôler, la façonner, la posséder. Il ne savait pas que la femme qu'il avait fait entrer dans sa maison n'était pas seulement la médecin idéaliste que tous connaissaient. Il y avait un autre côté d'Émilie Lambert, maintenant Émilie Mercier, qui était restée dans l'ombre pendant des années,
Un côté forgé bien avant que Philippe n'entre dans sa vie, né d'une tragédie que peu connaissaient et qui avait complètement redéfini qui elle était et ce qu'elle était prête à faire pour la justice. Le masque de soumission était en place. Le jeu de masques et de miroirs avait commencé, et Émilie était déterminée à gagner. 3 semaines s'écoulèrent depuis le mariage, et Émilie s'était adaptée à sa routine dorée avec une facilité qui surprenait même Philippe. Les P7A matinées étaient consacrées à des cours d'étiquette avec une spécialiste française, engagée spécialement pour raffiner la jeune épouse. Les après-midi alternaient entre des séances d'essayage avec des stylistes exclusifs, des réunions avec des organisations caritatives soigneusement sélectionnées par Philippe et des apparitions stratégiques lors d'événements sociaux où elle devait briller mais jamais éclipser son mari. Chaque jour, Émilie nourrissait l'illusion que Philippe désirait tant voir. Elle était l'épouse parfaite, éduquée, élégante, discrète, toujours impeccablement habillée et maquillée. Lors des réunions d'affaires où elle était occasionnellement invitée à apparaître, elle charmait les associés et les investisseurs avec des commentaires intelligents mais non menaçants, humanisant l'image du froid milliardaire sans jamais compromettre son autorité. « Vous êtes vraiment une boîte à surprises », commenta Philippe un soir, après un dîner particulièrement réussi avec un groupe d'investisseurs saoudiens. C'était le plus proche d'un compliment sincère qu'il eût jamais offert. « J'essaie simplement d'être à la hauteur du nom Mercier », répondit-elle avec un sourire étudié. Philippe l'étudia avec ses yeux analytiques qui semblaient disséquer tout autour de lui. « Vous avez changé. Quand nous nous sommes mariés, je m'attendais à plus de résistance. Comme je l'ai dit auparavant, je suis pragmatique. » Elle ajusta délicatement le bracelet de diamant à son poignet, un autre cadeau calculé de Philippe. « De plus, je dois admettre qu'il y a certains avantages à être Madame Mercier. Comme avoir le mari le plus puissant de France, comme avoir la plateforme parfaite pour faire vraiment la différence. » Philippe haussa un sourcil. « Et quelle différence serait-ce ? La Fondation Santé pour tous. » Émilie faisait référence à l'organisation qu'elle avait créée ces dernières semaines, avec l'approbation réticente de Philippe. Une version très diluée de sa vision originale, mais néanmoins un début. Avec les ressources adéquates, nous pouvons révolutionner l'accès aux soins préventifs dans les communautés défavorisées. Tant que tout est fait dans les paramètres dont nous avons discuté. Sa voix portait une légère note d'avertissement. Naturellement. Elle but une gorgée de champagne. Après tout, je ne suis qu'une médecin idéaliste mariée à un génie des affaires. J'ai besoin de vos conseils dans ce territoire inconnu. La fausse modestie sembla plaire à l'ego de Philippe, exactement comme elle l'avait prévu. Mais tandis qu'elle jouait le rôle de l'épouse trophée pendant la journée, la nuit, durant les quelques heures où elle était certaine que Philippe dormait, Émilie menait sa véritable mission. Utilisant le passage secret qu'elle avait découvert dans le dressing, elle explorait systématiquement le réseau de couloirs cachés qui serpentait à l'intérieur des murs du manoir. Une structure étonnamment élaborée pour une résidence construite dans la dernière décennie, plus appropriée à un château médiéval qu'à la maison d'un magnate de la technologie. Cette nuit-là en particulier, après s'être assurée que les caméras dans sa chambre ne captaient que l'image d'un corps endormi sous les draps, un arrangement élaboré d'oreillers qu'elle avait perfectionné au cours des semaines, Émilie se glissa dans le passage. Vêtue de vêtements sombres et portant une petite lampe de poche, elle navigua dans le labyrinthe familier, jusqu'à atteindre la salle de surveillance qu'elle avait découverte des semaines plus tôt. À ce stade, elle connaissait déjà la routine de vérification des agents de sécurité. Selon ses calculs, elle disposait exactement de 43 minutes avant que quelqu'un ne vienne vérifier les systèmes. S'asseyant devant l'ordinateur principal, Émilie inséra la clé USB qu'elle avait apportée. Ces dernières semaines, alors qu'elle feignait s'intéresser aux magazines de mode et aux programmes de télévision superficiels, elle étudiait en réalité intensément les systèmes de sécurité du manoir, profitant de l'enregistreur de frappe qu'elle avait découvert pour obtenir des mots de passe et des protocoles d'accès. La clé USB contenait un programme qu'elle avait développé. Peu savait qu'avant de décider de se consacrer à la médecine, Émilie avait été une programmeuse talentueuse, compétence qu'elle avait maintenue affûtée au fil des ans. Le programme ouvrirait une porte dérobée dans les systèmes de Philippe, lui permettant d'accéder aux données à distance, sans avoir à risquer ses excursions nocturnes. Pendant que les fichiers étaient transférés,
Elle explorait méthodiquement les dossiers du système. C'est alors qu'elle trouva quelque chose qui glaça son sang. Un dossier intitulé « Opération Aurore ». À l'intérieur, des documents datés d'il y a 5 ans détaillaient une opération élaborée pour démanteler le groupe médical Lambert, l'entreprise de son père, de l'intérieur. Ce n'était pas une simple acquisition hostile, comme elle l'avait imaginé. C'était un sabotage, méticuleusement orchestré sur plusieurs années. Emails, documents internes, rapports de détectives privés, tout un registre de la destruction systématique que Philippe avait planifié et exécuté contre sa famille, bien avant qu'Émilie ne sache même qui il était. Un document en particulier attira son attention. Lambert, monsieur, rapport final. Michel, son frère. Les mains tremblantes, Émilie ouvrit le fichier. La première page montrait une photo de famille, son frère Michel, souriant aux côtés de son épouse enceinte de 6 mois. La deuxième page contenait un rapport détaillé de l'accident de voiture qui les avait tués 3 ans plus tôt. Mais ce n'était pas un simple rapport, c'était un plan. Date, lieu, description méticuleuse de comment l'accident devait paraître. Ce n'était pas un accident, c'était une exécution froidement calculée. Le choc fut si brutal qu'Émilie faillit perdre le contrôle. L'air sembla disparaître de la pièce, sa vision se troubla un instant et elle dut s'agripper au bureau pour ne pas tomber. Michel, son frère bien-aimé, sa belle-sœur, le neveu qu'elle n'avait jamais connu, assassiné sur ordre de Philippe. Se ressaisissant avec un effort surhumain, elle copia rapidement tous les fichiers du dossier Opération Aurore sur sa clé USB. Son esprit travaillait frénétiquement, essayant de traiter l'ampleur de la découverte, tandis que ses doigts volaient sur le clavier. Il ne lui restait que 20 minutes avant que le garde ne fasse sa ronde. 2 autres dossiers attirèrent son attention. Projet Phénix et Connexion Élysée. Le premier contenait des détails sur une nouvelle technologie de reconnaissance faciale que le groupe Mercier développait secrètement. Quelque chose qui dépassait toutes les limites éthiques et légales, avec la capacité de suivre des individus spécifiques à travers pratiquement n'importe quelle caméra publique ou privée dans le pays. Le second dossier était encore plus explosif. Des registres détaillés de paiements à des juges, députés, sénateurs, ministres. Un réseau de corruption qui atteignait les plus hauts échelons du gouvernement français, garantissant que l'empire de Philippe resterait intouché par les enquêtes ou les réglementations gênantes. Quand elle eut fini de copier ce qu'elle pouvait dans le temps limité dont elle disposait, Émilie effaça soigneusement toutes les traces de sa présence dans le système et retira la clé USB. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que les caméras puissent capter le mouvement sous ses vêtements. De retour dans sa chambre, cachée dans le double fond d'un pot de crème faciale, l'une des rares choses que Philippe lui avait permis d'apporter de sa vie antérieure, Émilie rangea la clé USB. Puis, elle s'allongea sur le lit, remplaçant l'arrangement d'oreiller et fixa le plafond. Le sommeil ne viendrait pas cette nuit-là, ni les suivantes. L'ampleur de ce qu'elle avait découvert était presque incompréhensible. Philippe n'était pas seulement un homme d'affaires impitoyable, c'était un monstre qui avait littéralement détruit sa famille, qui avait orchestré l'élimination de son frère et de sa famille pour quelques calculs froids de profit et pertes. Et maintenant, elle dormait sous le même toit que lui. Elle lui souriait pendant le petit déjeuner. Elle lui permettait de toucher sa main lors d'événements publics. La nausée la frappa par vagues et Émilie courut aux toilettes où elle vomit violemment. Agenouillée sur le sol froid en marbre, tremblant incontrôlablement, elle permit enfin aux larmes de couler, silencieuses, amères, chargées d'une douleur et d'une colère qui menaçaient de la consumer complètement. Quand elle parvint finalement à se relever, elle contempla son propre reflet dans le miroir. Le visage pâle, les yeux rouges, les lèvres tremblantes, si différentes du masque de perfection qu'elle portait pendant la journée. « Je vais le détruire », murmura-t-elle à son image reflétée. « Peu importe ce qu'il en coûte. » Le lendemain matin, quand Philippe entra dans la salle à manger pour le petit déjeuner, il trouva Émilie déjà assise, impeccablement vêtue et maquillée, feuilletant tranquillement un magazine de décoration. « Bonjour, mon cher », le salua-t-elle avec un sourire radieux. « Avez-vous bien dormi ?» Philippe l'étudia un moment, puis acquiesça, satisfait de ce qu'il voyait. « Parfaitement. Et vous ?»« Comme un ange, » répondit-elle, lui servant une tasse de café exactement comme il l'aimait. S'il remarqua le léger tremblement de ses doigts, il n'en fit pas mention.
J'ai une surprise pour vous, annonça Philippe tout en attaquant son omelette. Nous partons pour l'île de Porquerolles ce week-end. J'ai acheté une île privée là-bas. Ce sera notre résidence d'été. Comme c'est merveilleux, s'exclama Émilie avec un enthousiasme calculé. Dois-je commencer à faire mes valises? Guillaume s'occupera de tout, n'emportez que l'essentiel. Le reste est déjà prévu. Tandis que Philippe discourait sur les détails de la propriété à Porquerolles. L'héliport privé, le yacht ancré dans la baie privée, l'équipe de sécurité déjà positionnée sur l'île. Émilie souriait et acquiesçait aux moments appropriés, posant des questions pertinentes sur la décoration et l'aménagement paysager. Intérieurement, cependant, son cerveau fonctionnait sur une fréquence complètement différente. Un voyage signifiait un changement d'environnement, de nouveaux systèmes de sécurité à apprendre, de nouvelles routines à cartographier. Mais cela signifiait aussi une opportunité, peut-être la chance d'établir un contact avec quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui pourrait l'aider à exposer la vérité sur Philippe Mercier. Car maintenant, plus que jamais, Émilie était déterminée non seulement à s'échapper de cette prison dorée, mais à rendre justice pour son frère, pour sa famille, pour toutes les vies que Philippe avait détruites dans son ascension impitoyable vers le pouvoir. Le jeu avait changé. Il ne s'agissait plus de survie ou de liberté personnelle. Il s'agissait de justice, de vérité, de s'assurer que l'empire construit sur le sang et les mensonges s'effondre complètement. Et pour cela, Émilie aurait besoin d'alliés. Elle aurait besoin de preuves irréfutables. Elle aurait besoin d'un plan parfait. Tandis que Philippe parlait de la vue sur l'océan depuis sa nouvelle propriété, Émilie sourit plus largement, projetant l'image d'une épouse enchantée par les extravagances de son mari milliardaire. « Ce sera inoubliable, dit-elle, levant sa tasse dans un toast silencieux. En effet, ce le serait. L'île privée de Porquerolles était exactement comme Philippe l'avait décrite, un paradis tropical exclusif, isolé du monde par des kilomètres d'eau cristalline. La résidence principale, conçue par un célèbre architecte japonais, semblait émerger organiquement du paysage, avec des lignes fluides qui épousaient le contour des rochers et de larges fenêtres qui encadraient l'océan comme des œuvres d'art vivantes. Mais pour Émilie, chaque pièce luxueuse, chaque détail extravagant, de la piscine à débordement qui se confondait avec l'horizon aux meubles de design exclusif, ne représentait qu'une manifestation supplémentaire de l'empire fondé sur le sang de son frère, le sang de personnes innocentes dont les noms ne figuraient même pas dans les registres officiels. « Qu'en pensez-vous » demanda Philippe, s'approchant d'elle sur la terrasse principale, tandis que le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances orangées. C'était la fin du premier jour sur l'île, et bien qu'il soit presque 20 heures, Philippe portait encore la même tenue formelle avec laquelle il avait participé à des visioconférences tout l'après-midi. « C'est éblouissant », répondit Émilie, forçant l'admiration dans sa voix. « Comme un rêve », Philippe sourit, satisfait. « J'ai fait construire en pensant à des moments comme celui-ci. » Il s'approcha davantage, plaçant sa main sur sa taille, un geste possessif, non affectueux. Considérez cela comme un cadeau de lune de miel tardive. Émilie maintint le sourire en place, ignorant le frisson de répulsion qui parcourut son échine. « C'est très généreux. Merci. » Depuis la découverte sur l'implication de Philippe dans le destin tragique de son frère, le contact de son mari était devenu presque insupportable pour elle. Chaque contact physique exigeait un effort monumental pour ne pas réagir avec le dégoût qu'elle ressentait. Heureusement, Philippe n'avait pas encore manifesté d'intérêt pour consommer le mariage, quelque chose qu'elle soupçonnait être davantage lié à son désir de contrôle absolu qu'à une quelconque considération pour ses sentiments. « Ce soir, nous recevrons des invités pour dîner », annonça-t-il, s'éloignant pour vérifier des messages sur son smartphone. Le ministre de l'Infrastructure et son épouse. Ils sont à Porquerolles et ont appris que nous y étions. Une opportunité que je ne pouvais manquer. Bien sûr, je porterai la robe bleue. Philippe acquiesça distraitement, déjà absorbé à nouveau dans ses messages. Émilie profita du moment pour étudier l'environnement plus en détail. Contrairement au manoir de Paris, ici, les caméras de sécurité étaient plus visibles. Il n'y avait pas de prétention à la discrétion. Les gardes, également, étaient une présence constante et évidente, patrouillant le périmètre de la propriété ou postés stratégiquement à des points clés. Une prison dorée avec vue sur le paradis. Le dîner avec le ministre Duchesne et son épouse Sylvie
se déroula exactement comme tant d'autres événements sociaux depuis qu'Émilie était devenue Madame Mercier. Conversations polies sur des sujets superficiels, compliments excessifs sur la propriété, commentaires sur le climat parfait de Porquerolles et naturellement les inévitables discussions sur la politique et les affaires que les hommes menaient, tandis que les femmes étaient tacitement censées discuter mode, décoration ou charité. Mais ce fut durant un moment apparemment trivial lorsque Sylvie Duchesne demanda à voir le reste de la maison et qu'Émilie s'offrit à l'accompagner que quelque chose d'inattendu se produisit. « C'est vraiment un endroit magnifique », commenta Sylvie tandis qu'elle parcourait un couloir décoré d'art contemporain français. Puis, étonnamment, son ton changea complètement lorsqu'elles arrivèrent dans une zone sans caméra visible. « Vous devez être très prudente, docteur Lambert. » Émilie s'arrêta, abasourdie par le changement soudain et par l'utilisation de son nom de jeune fille. « Pardon ?» Sylvie regarda rapidement autour d'elle et baissa encore plus la voix. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux juste que vous sachiez qu'il y a des gens qui observent, des gens qui savent ce que Mercier a fait et qui rassemblent des preuves. »« Je ne comprends pas, » répondit Émilie prudemment, tandis que son esprit travaillait frénétiquement pour assimiler ce qui se passait. « De quoi parlez-vous exactement ?»« Votre frère, Michel Lambert. » Sylvie la fixa intensément. Ce n'était pas un accident. Un frisson parcourut l'échine d'Émilie. Comment cette femme, épouse d'un ministre apparemment aligné avec Philippe, pouvait-elle savoir au sujet de Michel? Qui êtes-vous vraiment? Quelqu'un qui a aussi perdu des êtres chers à cause des ambitions d'hommes comme votre mari. Sylvie ajusta nerveusement une boucle d'oreille. Il y a un groupe, des personnes avec des ressources, de l'influence et des informations. Nous connectons les points, compilons des preuves. L'empire de Mercier n'est pas aussi impénétrable qu'il le pense. Pourquoi me dites-vous cela? Pourquoi prendre ce risque? Parce que vous pourriez être notre meilleure chance. Vous êtes à l'intérieur. Sylvie hésita. Et parce que votre frère aidait notre cause avant sa disparition. La révélation frappa Émilie comme un coup physique. Michel était impliqué. Son frère, toujours si dévoué aux causes sociales, toujours si véhément sur l'éthique des affaires, luttait-il consciemment contre Philippe? Comment puis-je vous faire confiance? Vous ne pouvez pas complètement. Sylvie sourit tristement. Mais j'ai quelque chose qui peut t'aider. Discrètement, elle glissa un petit objet dans la main d'Émilie. Un dispositif de la taille d'une pièce de monnaie. Un récepteur quantique, indétectable par les scanners conventionnels. Les instructions pour l'utiliser sont dessus, mais soyez extrêmement prudente. Avant qu'Émilie ne puisse formuler d'autres questions, Sylvie revint rapidement à sa persona sociale. « Oh, et ce tableau, est-ce un Matisse original? Simplement époustouflant. » Le reste de la soirée fut une torture d'anxiété contenue pour Émilie. Le petit dispositif brûlait dans sa poche, tandis qu'elle souriait, servait des boissons et participait à la conversation comme la parfaite hôtesse que Philippe s'attendait à ce qu'elle soit. Lorsqu'enfin les invités partirent dans l'hélicoptère du ministre, elle se sentait épuisée par l'effort monumental fourni pour maintenir sa contenance. « Une soirée productive », commenta Philippe, satisfait, tandis qu'il retournait vers la résidence principale. Duchesne a pratiquement garanti que l'appel d'offres pour le nouveau terminal portuaire sera le nôtre. « Merveilleux », répondit automatiquement Émilie. « Vous sembliez avoir une conversation intense. »« Les affaires. Toujours les affaires. » Philippe vérifia sa montre. « J'ai une autre visioconférence dans 15 minutes. Tokyo se réveille maintenant. Ne m'attendez pas. » Ce fut seulement lorsqu'elle se retrouva seule dans sa chambre, avec le bruit de la douche couvrant tout éventuel enregistrement audio, qu'Émilie examina enfin le dispositif. Il ressemblait à une simple clé USB, mais lorsqu'elle le pressa d'une manière spécifique, une petite lumière bleue s'alluma, et un écran holographique presque imperceptible se projeta à quelques centimètres de la surface. Le message était court et direct. Confirmation, Michel Lambert travaillait avec notre réseau. Nom de code Condor. Il était sur le point de livrer des preuves cruciales sur les opérations financières illégales du groupe Mercier lorsqu'il a été éliminé. Nous pensons que vous pouvez achever son travail. Nous attendons confirmation. Si vous acceptez, pressez la lumière 3 fois. Si vous refusez, détruisez ce dispositif. Groupe Sentinelle. Émilie contempla le message, son cœur s'accélérant. Michel, son frère, son protecteur, son meilleur ami. Travaillant secrètement contre Philippe,
risquant tout pour exposer la vérité. Et il l'avait payé de sa vie. Sans hésiter, elle pressa la lumière 3 fois. Le message disparut, remplacé par un nouveau. Instructions initiales. 1. Apprenez à accéder aux serveurs centraux du groupe Mercier. 2. Localisez les fichiers liés au projet Condor. 3. Établissez un contact sécurisé en utilisant ce dispositif uniquement dans des zones sans surveillance électronique. 4. Identifiez des alliés potentiels au sein de l'organisation. Attendez le prochain contact. Restez en sécurité. Le message s'auto-effaça après quelques secondes et le dispositif reprit l'apparence inoffensive d'une clé USB ordinaire. Émilie le cacha soigneusement dans la doublure de sa trousse de toilette, l'un des rares objets personnels que Philippe lui avait permis de conserver. La révélation que son frère travaillait contre Philippe changeait tout. Ce n'était plus seulement une question de vengeance personnelle maintenant. C'était la continuation de quelque chose de plus grand, quelque chose pour lequel Michel avait donné sa vie. L'héritage de son frère dépendait d'elle. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Philippe annonça un autre événement social. Les Durand donnent une réception sur leur yacht demain soir. Tous les noms importants de Porquerolles y seront. Victor Durand, l'entrepreneur du BTP ? Demanda Émilie, se souvenant du nom dans l'un des fichiers qu'elle avait vus sur l'ordinateur de Philippe, l'un des principaux bénéficiaires des appels d'offres frauduleux. Philippe l'étudia avec une légère surprise. « Je vois que vous avez prêté attention à mes contacts d'affaires. »« J'essaie simplement d'être une bonne épouse, » répondit-elle avec un sourire modeste. « Mémoriser les noms et les relations fait partie du travail, n'est-ce pas ?» Il sembla satisfait de la réponse. « En effet. Et oui, Victor Durand sera notre hôte. Portez la robe rouge que j'ai achetée à Paris. Elle convient à l'ambiance nautique. » Ce jour-là, tandis que Philippe travaillait dans son bureau sur l'île, Émilie entama sa propre mission. Sous prétexte de vouloir explorer la propriété, elle commença à cartographier mentalement chaque caméra, chaque capteur, chaque point de sécurité. Elle étudia également la routine des employés et des gardes, notant les moments où certaines zones restaient brièvement sans surveillance. Ce fut durant cette exploration qu'elle remarqua quelque chose d'inattendu. Guillaume, l'assistant personnel de Philippe, dans une zone isolée de la propriété, parlant au téléphone avec une expression tendue et une voix basse. Ce n'est pas si simple. Il garde tout compartimenté. Personne n'a un accès complet sauf lui. Oui, je suis conscient du calendrier, mais nous devons être prudents. La nouvelle épouse? Non, elle n'est pas une menace, juste une médecin idéaliste qu'il façonne comme un nouveau jouet. Compris. Je continuerai à surveiller la situation. Émilie recula silencieusement, son esprit traitant rapidement ce qu'elle venait d'entendre. Guillaume n'était pas seulement l'assistant loyal qu'il semblait être. Il se passait autre chose. Pourrait-il être un allié potentiel? Ou une menace encore plus grande? Le jour suivant, la réception sur le yacht des Durand offrit à Émilie une autre opportunité cruciale. Parmi les invités se trouvait Thomas Legrand, un jeune et brillant spécialiste en technologie qui, selon Philippe, était son nouveau génie de la sécurité numérique. Pendant la fête, Émilie manœuvra habilement pour avoir une conversation privée avec Thomas, tandis que Philippe était occupé en discussion avec des investisseurs potentiels. « Monsieur Legrand, Philippe parle beaucoup de votre talent exceptionnel », commença-t-elle, lui offrant une coupe de champagne. Le jeune homme, il ne devait pas avoir plus de 30 ans, parut sincèrement surpris. « Vraiment ? Monsieur Mercier n'est pas connu pour distribuer des compliments. »« Peut-être pas publiquement. » Elle sourit. « Mais il valorise la compétence. Il a dit que vous êtes le meilleur en cybersécurité en France. » Thomas se détendit visiblement sous l'éloge. « Nous essayons de maintenir les systèmes du groupe Mercier en avance sur le reste du monde. C'est un défi constant. J'imagine. Surtout avec tant d'intérêts contraires. » Elle fit une pause délibérée. « Ça doit être difficile de dormir en sachant qu'il y a toujours quelqu'un qui tente d'infiltrer les systèmes. Certains jours sont plus préoccupants que d'autres. » Ah, elle but une gorgée de champagne. « Récemment, nous avons eu quelques incidents. » Des incidents. Thomas hésita, débattant manifestement intérieurement de ce qu'il pouvait révéler. Des tentatives d'accès sophistiquées. Rien qui ait compromis les systèmes principaux, mais inhabituel. Et vous avez pu remonter à la source? Partiellement. Il baissa la voix. Curieusement, cela semble provenir de l'intérieur même de l'organisation.
quelqu'un avec une connaissance privilégiée de notre architecture de sécurité. Émilie maintint son expression intéressée mais non alarmée. Fascinant. Et Philippe est au courant. J'ai présenté un rapport préliminaire. Il a demandé une discrétion absolue pendant que nous enquêtons en interne. À ce moment, Émilie remarqua Philippe la regardant depuis l'autre côté du salon. Avec un sourire poli, elle mit fin à la conversation. « Ce fut un plaisir de faire votre connaissance, Monsieur Legrand. Peut-être pourrons-nous poursuivre cette conversation une autre fois. » De retour sur l'île, après la fête, Émilie ne pouvait s'empêcher de penser aux implications de ce qu'elle avait découvert. D'autres agissaient contre Philippe, possiblement de l'intérieur même de son organisation. Guillaume, son assistant le plus proche, était impliqué dans quelque chose de secret. Et maintenant, il y avait le groupe Sentinelle, mystérieusement lié au travail inachevé de son frère. Beaucoup de pièces en mouvement, beaucoup de variables inconnues. Le risque était énorme. Cette nuit-là, quand elle réussit enfin à avoir un moment véritablement privé, pendant un bain de mer nocturne dans une zone qu'elle avait confirmée, être hors de portée des caméras, Émilie activa à nouveau le dispositif quantique. Mise à jour. Connexions internes potentielles identifiées. Assistant personnel, Guillaume impliqué dans des communications suspectes. Expert en sécurité. Thomas Legrand a détecté des tentatives d'accès interne. Nous devons coordonner les efforts pour éviter les conflits d'intérêts ou une exposition prématurée. La réponse vint presque immédiatement. Confirmé. Guillaume Navarre est un agent du groupe Sigma. Organisation parallèle avec des objectifs similaires, mais des méthodes différentes. Ne lui faites pas entièrement confiance. Thomas Legrand, statut inconnu, recrue potentielle ou risque. Procédez avec une extrême prudence. Nouvelle priorité. Localiser et accéder au dossier Projet Phoenix, phase 2. Contenu vital pour l'opération plus large en cours. Émilie sentit le poids de la responsabilité croître exponentiellement. Elle n'était pas simplement une personne luttant pour une justice personnelle. Elle était une pièce sur un échiquier beaucoup plus grand où de multiples joueurs se déplaçaient simultanément contre l'empire de Philippe Mercier. En revenant à la résidence, elle trouva Philippe sur la terrasse, contemplant l'océan avec une expression indéchiffrable. « Nuit agréable pour une baignade ?» demanda-t-il, indiquant son corps encore humide de la mer. « Parfaite. L'eau est chaude. » Elle s'approcha avec désinvolture. « Vous semblez préoccupé. » Juste pensif. Il offrit un verre qu'elle refusa poliment. « Savez-vous, Émilie, quand nous nous sommes mariés, je croyais vraiment que vous étiez exactement ce que vous sembliez être, une jeune idéaliste, talentueuse, mais naïve, facile à façonner. » Quelque chose dans sa façon de parler déclencha l'alarme interne d'Émilie. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, maintenant sa voix calme. Philippe prit une longue gorgée de son whisky avant de répondre. Maintenant, je réalise qu'il y a peut-être plus en vous que je n'avais initialement imaginé. Quelque chose d'inattendu. Il s'approcha l'étudiant intensément comme s'il tentait de voir à travers sa peau, jusqu'à son âme. Je veux croire que c'est simplement de l'admiration que je ressens. Que vous évoluez sous ma tutelle, devenant plus sophistiqué, plus stratégique. C'est un compliment de taille, répondit-elle, soutenant son regard sans hésitation. Surtout venant de vous. Philippe sourit, mais ses yeux restèrent calculateurs. Demain, nous rentrons à Paris. J'ai une surprise pour vous là-bas. J'ai hâte. Quand il se retira finalement, Émilie resta sur la terrasse, permettant à la brise marine de sécher non seulement son corps, mais aussi la sueur froide de peur que la conversation avait provoquée. Philippe commençait-il à avoir des soupçons? Ou était-ce simplement sa paranoïa naturelle, son instinct de contrôle l'attestant? Quoi qu'il en soit, le temps s'écoulait. Si elle avait appris quelque chose ces dernières semaines, c'était que Philippe Mercier ne laissait pas de loose ends. S'il commençait à la voir comme une menace, il agirait rapidement et impitoyablement, comme il l'avait fait avec son frère. Le lendemain matin, alors que l'hélicoptère privé les ramenait à Paris, Émilie jeta un dernier regard à l'île paradisiaque, qui cachait autant de secrets que le manoir de la capitale. En dessous d'eux, l'océan brillait sous le soleil, vaste et implacable, tout comme la vérité qu'elle était déterminée à révéler, quel que soit le coût personnel. La surprise que Philippe avait mentionnée à Porquerolles se révéla le lendemain matin de leur retour à Paris. Pendant le petit déjeuner, tandis qu'Émilie feuilletait distraitement un magazine de mode, il fit glisser une enveloppe cachetée sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, maintenant un ton désinvolte malgré l'appréhension qui grandissait dans sa poitrine. «
Ouvrez et découvrez, répondit-il, l'observant avec ses yeux calculateurs qui semblaient déchiffrer chaque micro-expression sur son visage. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des documents officiels, des papiers d'adoption préliminaires pour une fillette de 5 ans, orpheline d'une communauté du nord de la France. Jointe à cela une photo d'une enfant aux cheveux noirs et aux yeux écarquillés, semblant effrayée devant l'appareil photo. « Je ne comprends pas, » dit Émilie, sincèrement confuse. « Vous avez exprimé à plusieurs reprises le désir de faire une différence dans le monde, d'aider les enfants défavorisés. » Philippe prit une gorgée de café, observant attentivement sa réaction. « J'ai pensé que nous pourrions commencer notre famille en adoptant un enfant dans le besoin. Une que vous pourriez façonner, soigner, transformer, tout comme vous l'avez si bien fait avec votre propre. Transformation. » Émilie regarda à nouveau la photo de la fillette, sentant un serrement au cœur. Ce n'était pas un geste de générosité ou de compréhension. C'était un autre test, une autre couche de contrôle. Et pire, cela impliquait un enfant innocent. « C'est une décision énorme, » répondit-elle prudemment. « Ne devrions-nous pas en discuter plus calmement, nous préparer adéquatement ?» Tout est déjà préparé. L'équipe juridique a résolu les obstacles bureaucratiques, la chambre d'enfants est déjà en cours d'aménagement au 3e étage, et j'ai engagé une nourrice hautement qualifiée pour aider aux soins quotidiens. Et il fit une pause. À moins, bien sûr, que votre dévouement aux causes infantiles ne soit que rhétorique. C'était un piège élaboré. Si elle refusait, elle démontrerait que son engagement envers les causes sociales était superficiel, ce dont Philippe se doutait manifestement. Si elle acceptait, elle amènerait un enfant innocent au centre d'une situation potentiellement dangereuse. « Je veux la rencontrer d'abord, » déclara Émilie, trouvant une 3e voie. « Établir un lien avant de formaliser quoi que ce soit. Ce serait plus responsable, ne pensez-vous pas ?» Philippe acquiesça, apparemment satisfait de la réponse. « Raisonnable. J'ai déjà organisé une visite à l'orphelinat la semaine prochaine. »« Parfait. » Elle força un sourire. « J'ai hâte. » Lorsque Philippe sortit pour une série de réunions, Émilie activa immédiatement le dispositif quantique dans l'un des rares angles morts du manoir qu'elle avait identifié. Urgence. Philippe prévoit adoption d'enfants comme test de loyauté, contrôle. Situation complique l'opération et ajoute un civil innocent à l'équation. Demande orientation urgente. La réponse vint plus rapidement qu'elle ne l'espérait. Développement préoccupant. Preuve supplémentaire qu'il soupçonne une infiltration. Calendrier accéléré nécessaire. Exécution dans 72 heures. Préparez-vous pour extraction complète. Détails suivront. 72 heures. 3 jours pour finaliser une opération qu'elle espérait mener sur plusieurs mois. L'estomac d'Émilie se noua d'anxiété, mais elle savait qu'il n'y avait pas d'alternative. Chaque jour qui passait augmentait le risque. Pas seulement pour elle, mais maintenant potentiellement pour un enfant innocent que Philippe prévoyait d'utiliser comme pion dans son jeu de manipulation. Les heures suivantes furent consacrées à une préparation méticuleuse et discrète. Utilisant les moments où elle pouvait accéder au système de Philippe via le passage secret, elle localisa et copia les fichiers du projet Phénix mentionné par le groupe Sentinelle. Le contenu était encore plus choquant qu'elle ne l'avait imaginé, un plan détaillé pour mettre en œuvre une technologie de surveillance de masse, utilisant la reconnaissance faciale avancée intégrée au système de sécurité publique, le tout déguisé en une initiative de sécurité urbaine. Plus alarmant encore étaient les fichiers de utilisation prévus, des plans explicites pour suivre les opposants politiques, les journalistes d'investigation et les activistes. Philippe ne construisait pas seulement un empire d'entreprise, il concevait un état de surveillance qui placerait un pouvoir sans précédent entre ses mains et celles de ses alliés politiques. Le soir du 2e jour, alors qu'elle se préparait pour un dîner de bienfaisance où Philippe serait honoré pour ses contributions au développement technologique de la France, Émilie reçut un message crypté sur le dispositif quantique. Opération en cours. Demain 15h, gala de lancement de la Fondation Mercier. Documents seront communiqués simultanément aux autorités et à la presse internationale. Préparez-vous à la commotion publique. Équipe d'extraction sera positionnée à l'événement. Mots-clés. Condor. Émilie sentit son cœur s'accélérer. C'était réel. Cela se produisait. Des années d'opérations secrètes du groupe Sentinelle, le travail de son frère, son propre sacrifice personnel, tout culminerait dans moins de 24 heures. Au dîner de bienfaisance,
Tandis que Philippe recevait les applaudissements d'admirateurs et de flagorneurs, Émilie observait la salle avec un regard neuf. Combien ici connaissaient la vérité sur l'homme qu'ils célébraient? Combien étaient des complices volontaires de ces crimes? Et combien comme elle étaient simplement pris, qu'à dans sa toile de manipulation et de peur? Vous êtes exceptionnellement silencieuse ce soir, commenta Philippe lorsqu'il rentrait à la maison dans la limousine. Quelque chose ne va pas? Juste fatiguée, répondit-elle, offrant un sourire répété. Et je pense à la petite fille de l'orphelinat. Comment s'appelait-elle déjà? Sophie. Philippe l'étudia avec cette intensité troublante. Vous vous souciez vraiment d'elle? Ou est-ce juste un autre rôle que vous interprétez? Émilie sentit un frisson parcourir son échine. La question était délibérément provocatrice, testant ses limites. Pourquoi dites-vous cela? Demanda-t-elle, gardant la voix calme. Simple curiosité. Parfois je me demande qui est la véritable Émilie. Il se pencha en avant, ses yeux fixés sur les siens. La médecin idéaliste que j'ai rencontrée, l'épouse parfaite qu'elle est devenue, ou quelqu'un de complètement différent? L'air, dans la voiture, semblait soudain devenu dense, difficile à respirer. Émilie soutint son regard, se forçant à ne pas détourner les yeux, à ne pas montrer la peur qui courait dans ses veines. Nous avons tous des facettes multiples, Philippe. Vous devriez le savoir mieux que quiconque. Un léger sourire traversa ses lèvres. Touché, il se renfonça dans son siège. Demain est un grand jour. Le lancement officiel de la Fondation Mercier sera couvert par les médias nationaux et internationaux. Je veux que vous soyez rayonnante. Toujours. Cette nuit-là, Émilie put à peine dormir. Chaque minute qui passait la rapprochait du moment décisif. Il n'y aurait qu'une seule chance. Échouer signifierait non seulement l'échec de l'opération, mais potentiellement sa propre élimination. Philippe ne tolérait pas la trahison. Au matin du grand jour, elle se réveilla avec une détermination glaciale. Soigneusement, elle suivit sa routine normale. Petit déjeuner avec Philippe, une brève séance avec sa coach personnelle, puis la longue préparation avec l'équipe de beauté qui transformerait la jeune médecin en l'impeccable Madame Mercier, digne d'apparaître en première page des magazines de célébrités et d'affaires. À mesure que l'horloge avançait vers 15 heures, Émilie sentait chaque nerf de son corps en alerte maximale. La robe de haute couture, les bijoux hors de prix, le maquillage parfait, tout semblait maintenant faire partie d'une armure pour la bataille qui approchait. Dans la voiture en route vers l'événement, Philippe semblait inhabituellement pensif. « Vous savez pourquoi je vous ai choisi, n'est-ce pas, Émilie? Vous avez dit que vous vouliez quelqu'un qui apporterait une légitimité sociale à votre nom. C'était une partie de la raison. » Il ajusta méticuleusement sa montre-bracelet. Mais il y avait plus, beaucoup plus. Émilie attendit, sentant la tension monter. « Votre frère, Michel, un homme remarquable. » Les yeux de Philippe, quand ils rencontrèrent les siens, étaient froids comme la glace. Brillant, dévoué, incorruptible, jusqu'à un certain point. Le nom de son frère, prononcé par Philippe, fit glacer son sang. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il connaissait la connexion. Michel était proche de quelque chose d'important quand il a subi ce tragique accident. Philippe parlait comme s'il commentait la météo, désinvolte et insouciant. Dommage. Peut-être que s'il avait été plus prudent, plus discret dans ses enquêtes. Émilie lutta pour maintenir sa contenance, pour ne pas laisser transparaître le choc et la colère sur son visage. « Je ne savais pas que vous connaissiez mon frère. »« Oh, je l'ai très bien connu. J'ai surveillé son travail pendant des mois. Il faisait partie de ce qu'ils appelaient le groupe Sentinelle. Il croyait rassembler des preuves contre moi. » Un sourire froid toucha ses lèvres. En réalité, il était utilisé comme un pion dans un jeu bien plus grand. La tête d'Émilie tournait. Comment était-ce possible? Philippe ne savait pas seulement au sujet de Michel, mais aussi du groupe Sentinelle. Tout ce temps, L.A. avait cru avoir une longueur d'avance, alors qu'en réalité, le groupe Sentinelle n'existe pas, Émilie. Du moins pas comme vous le pensez. Philippe observait ses réactions avec un intérêt clinique. C'était une construction, une façade élaborée créée par mes propres hommes pour identifier les menaces potentielles. Votre frère n'était qu'un parmi d'autres à être tombé dans le piège. Je ne vous crois pas. Sa voix sortit plus ferme qu'elle ne l'espérait, malgré la terreur qui grandissait dans sa poitrine. Ce n'est pas une question de croyance.
C'est une question de fait. Philippe consulta sa montre. En ce moment même, ceux que vous croyez être vos alliés, y compris notre chère Sylvie Duchesne, épouse du ministre, sont discrètement appréhendés par des agents de sécurité. Votre dispositif quantique, si sophistiqué, a été surveillé depuis le premier instant. Émilie sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Tout, chaque pas, calculé, chaque risque pris, avait fait partie du jeu de Philippe depuis le début. Pourquoi, parvint-elle à demander, pourquoi tout ce théâtre élaboré, pourquoi m'épouser? Philippe sourit, un geste qui n'atteignait jamais ses yeux. 2 raisons. D'abord, je devais avoir la certitude absolue d'avoir éliminé toutes les connexions de votre frère. Vous étiez le lien le plus probable. Deuxièmement, il fit une pause, l'étudiant avec quelque chose proche de l'admiration. J'étais sincèrement curieux de voir ce que vous feriez. Si vous auriez la même détermination inébranlable que Michel, le même engagement pour des principes au-dessus de votre propre vie. La voiture s'arrêta devant l'hôtel luxueux où le gala de lancement de la Fondation Mercier aurait lieu. À travers les vitres teintées, Émilie pouvait voir la foule de journalistes, d'invités VIP et de curieux agglutinés à l'entrée. Nous avons 2 chemins maintenant, Émilie. Philippe ajusta méticuleusement sa cravate. Vous pouvez entrer. Dans cet événement comme mon épouse bien-aimée. Le visage compatissant de l'Empire Mercier. Commencer notre vie ensemble, y compris avec cette adorable petite fille de l'orphelinat. Où? Il ne termina pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. La menace était implicite dans chaque syllabe. Émilie regarda l'homme à ses côtés, l'homme qui avait détruit sa famille, qui avait manipulé sa vie comme des pièces sur un échiquier, qui était responsable d'innombrables actes de corruption, de manipulation et de violence. L'homme qui, si ses plans se concrétisaient, aurait un pouvoir presque illimité sur des millions de vies. C'est alors qu'elle réalisa quelque chose de crucial. Philippe bluffait. S'il avait vraiment démantelé toute l'opération, s'il avait vraiment capturé tous les membres du prétendu faux groupe Sentinelle, il ne serait pas ici, lui offrant un choix. Il l'aurait éliminé silencieusement, comme il l'avait fait avec Michel. « Allons-y, dit Philippe, ouvrant la portière de la voiture, lui offrant sa main. « Le futur attend votre décision. » Émilie accepta sa main, sortant élégamment de la voiture comme la parfaite Madame Mercier, que tous s'attendaient à voir. Les appareils photos crépitèrent, les reporters crièrent des questions. Les admirateurs applaudirent le couple parfait qui symbolisait le pouvoir, le succès, et maintenant, avec le lancement de la fondation, une apparente compassion. Dans le G116 de l'hôtel, tandis qu'ils étaient reconduits vers la salle principale où la cérémonie aurait lieu, Émilie remarqua quelque chose qui confirma son intuition. Guillaume, l'assistant de Philippe, l'observant intensément depuis un coin, avec une expression qui en disait bien plus que des mots. Un léger hochement de tête, une confirmation silencieuse. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Philippe, percevant son hésitation momentanée. « Absolument rien », répondit-elle, souriant radieusement pour les caméras. « Tout est exactement comme il devrait être. » À l'entrée de la salle principale, où des centaines d'invités attendèrent déjà, Émilie se pencha vers Philippe et murmura un seul mot à son oreille. Condor. L'expression de Philippe changea subtilement, pas de peur ou de surprise, mais quelque chose de plus complexe. Une réévaluation, un recalcul des probabilités. À ce moment précis, tous les écrans numériques de la salle, initialement programmés pour afficher le logo de la Fondation Mercier, clignotèrent et changèrent simultanément. Documents, emails, photos, relevés bancaires, les entrailles de l'Empire Mercier exposées aux yeux de tous. Des registres détaillés de l'opération Aurore, montrant comment Philippe avait systématiquement saboté le groupe médical Lambert. Des preuves de son implication dans l'accident qui avait coûté la vie à Michel Lambert et à sa famille. Des détails du projet Phénix et ses plans de surveillance de masse. Des registres de paiement à des politiciens, des juges et des autorités. Et, plus dévastateur encore, des preuves que Philippe avait tenté de créer une fausse organisation de surveillance pour attirer des opposants potentiels, mais que le véritable groupe Sentinelle, bien plus prudent et sophistiqué qu'il ne l'avait imaginé, avait transformé son piège en un piège contre lui-même. Les journalistes sortirent leurs smartphones, photographiant frénétiquement les écrans. Les invités VIP, dont beaucoup étaient impliqués dans les documents affichés, commencèrent à sortir discrètement.
Des agents de la police judiciaire, positionnés stratégiquement parmi les invités, se dirigèrent vers Philippe. « Impressionnant, dit-il, se tournant vers Émilie avec un sourire amer. « Il semble que j'ai sous-estimé vous et vos amis. Vous avez sous-estimé la vérité, Philippe. Elle trouve toujours son chemin. » Tandis que les agents s'approchaient pour l'arrêter, Philippe conserva l'allure impeccable qui était sa marque de fabrique. « Savez-vous ce qui est fascinant, Émilie ? Au final, vous êtes devenue exactement ce que je voulais que vous soyez, froide calculatrice, implacable. Je vous ai façonné, même contre votre volonté. » Émilie observa tandis qu'il était conduit discrètement hors de la salle, loin des yeux de la presse. Un privilège final accordé à l'homme qui, jusqu'à quelques minutes auparavant, était l'un des plus puissants du pays. Guillaume s'approcha d'elle, parlant rapidement. « Nous devons partir. Maintenant. Il y a des protocoles de sécurité automatique qu'il peut activer à distance. » La petite fille, dit Émilie, se souvenant soudainement, Sophie de l'orphelinat, nous devons nous assurer qu'elle soit en sécurité. C'est déjà pris en charge. Il n'y a jamais eu de plan réel d'adoption. C'était juste un test. De plus de Philippe. Tandis qu'Émilie était escortée dehors par une sortie discrète, accompagnée d'agents du véritable groupe Sentinelle, les événements de cette journée dominaient déjà les manchettes nationales et internationales. L'empire Mercier, construit sur la corruption, la manipulation et la violence, s'effondrait en temps réel, exposé à la lumière implacable de la vérité. 2 semaines plus tard, dans une petite maison de plage à Etretat, protégée par une sécurité discrète, Émilie observait le coucher de soleil sur l'océan. À ses côtés, son père, Dr Antoine Lambert, remis du mystérieux problème de santé que Philippe avait orchestré, contemplait le même horizon. « Michel serait fier, dit-il, brisant le long silence confortable entre père et fille. « Il mériterait d'être ici pour voir cela, » répondit Émilie, ressentant la familière pointe de douleur. « Tout ce que j'ai fait a été de terminer ce qu'il avait commencé. » « Et vous ? Qu'avait sauvé d'innombrables vies au passage. Le projet Phénix aurait transformé le pays en un état de surveillance totalitaire. » Émilie acquiesça pensive. Il reste encore tant à faire. Le réseau de Philippe était vaste. Beaucoup de ses complices sont encore en position de pouvoir. Et vous avez déjà fait votre part, plus que quiconque ne devrait avoir à faire. Elle sourit, un geste plus authentique que n'importe lequel des sourires calculés qu'elle avait offerts durant son temps en tant que Madame Mercier. Je ne sais pas si je pourrais simplement m'arrêter, revenir à la vie normale après tout cela. Peut-être n'avez-vous pas besoin de le faire. Le groupe Sentinelle vous a offert une place permanente, n'est-ce pas? Oui. Elle hésita. Mais je ne suis pas sûr de vouloir continuer sur cette voie. J'ai vu de près combien il est facile de se perdre, de franchir des lignes au nom d'un bien supérieur. Que voulez-vous alors? Émilie réfléchit longuement à la question, observant les vagues se briser sur la plage. Pendant des mois, son identité avait été définie par la mission, par le besoin de justice, par le rôle qu'elle interprétait. « Je veux reconstruire, » dit-elle finalement. « La clinique à Clichy-sous-Bois, le réseau d'hôpitaux de notre famille. Je veux recommencer à sauver des vies directement, de mes propres mains, et peut-être... » Elle sourit légèrement. Peut-être utiliser ce que j'ai appris durant cette expérience pour garantir que les systèmes de pouvoir ne puissent plus écraser les gens ordinaires. Cela semble être un bon début, répondit son père, posant sa main sur la sienne. Et pour la fondation Mercier, ironiquement, avait survécu à la chute de son fondateur. Avec Philippe emprisonné en attente de jugement pour de multiples accusations, le contrôle était passé à Émilie en tant qu'épouse légale, un détail qu'il n'avait certainement pas prévu lorsqu'il avait élaboré son plan. « Je vais la rebaptiser, » décida Émilie, « Fondation Michel Lambert, et la réorienter pour soutenir exactement le type de travail qu'il valorisait, transparence des entreprises, soutien aux lanceurs d'alerte, protection des journalistes d'investigation. » Son père acquiesça, les yeux brillants de larmes contenues. Il aurait adoré cela. Au loin, une silhouette s'approchait sur la plage. Guillaume Navarre, maintenant officiellement identifié comme agent infiltré du groupe Sentinelle, marchait, dans leur direction avec une enveloppe à la main. « D'autres nouvelles ?» demanda Émilie lorsqu'il s'approcha. « Bonne, cette fois. » Guillaume lui remit l'enveloppe. Les premières déclarations de Philippe. Il négocie une réduction de peine en échange d'informations sur tout le réseau.
Il va impliquer tous les autres pour sauver sa propre peau, commenta Dr Antoine avec amertume. Précisément. Guillaume hésita. Il y a une autre chose que vous devriez savoir, Émilie. À propos de ce que Philippe a dit dans la voiture, sur le fait d'avoir tout planifié depuis le début, c'était partiellement un bluff, conclut-elle. Je l'ai compris sur le moment. Plus que cela. Guillaume s'assit à côté d'eux sur la terrasse. Il a réellement créé une fausse opération de surveillance pour attirer des opposants il y a des années. Mais le véritable groupe Sentinelle l'a découvert et a retourné la situation, infiltrant des agents. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne savait sauf quelques-uns, c'est que votre frère Michel était l'un de ces agents. Émilie sentit son cœur se serrer. Il est allé spécifiquement après Philippe? Pas initialement. Il enquêtait sur la corruption dans le secteur médical quand il a remonté la piste jusqu'à Philippe. C'est seulement quand il a commencé à s'approcher dangereusement de la vérité que Philippe a pris des mesures extrêmes. La douleur de la perte de son frère ne disparaîtrait jamais complètement, mais il y avait un certain réconfort à savoir que Michel était mort en luttant pour ce en quoi il croyait et que son combat n'avait pas été vain. « Que ferons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, regardant l'horizon où le soleil commençait à plonger dans l'océan. « Cela dépend de vous, » répondit Guillaume. Le travail du groupe Sentinelle est loin d'être terminé. Philippe n'était que la partie émergée de l'iceberg. Émilie respira profondément, sentant l'air salé de la mer remplir ses poumons. Pendant des mois, elle avait vécu dans une prison dorée, portant un masque si convaincant que parfois elle-même se demandait où finissait le personnage et où commençait la personne réelle. Maintenant, enfin libre de cette vie, elle avait un choix authentique pour la première fois depuis longtemps. Elle pourrait retourner complètement à son ancienne vie, se consacrer exclusivement à la médecine et reconstruire l'héritage de sa famille. Ou elle pourrait utiliser l'expérience acquise, les compétences développées, pour continuer à lutter contre les systèmes de pouvoir qui permettaient à des hommes comme Philippe Mercier de prospérer. « Je peux faire les deux », décida-t-elle. « Reconstruire pendant le jour, veiller pendant la nuit. Après tout, j'ai appris du meilleur à vivre une double vie. » Le soleil disparut finalement à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et rouges qui cédaient lentement place au bleu profond de la nuit. Tandis que les premières étoiles commençaient à apparaître, Émilie s'accorda un moment de paix authentique. Philippe avait tenté de la détruire, de la contrôler, de la façonner à son image. Au lieu de cela, elle avait émergé plus forte, plus déterminée et par-dessus tout, plus fidèle à ses principes que jamais. L'empire qu'il avait bâti avec le sang et les mensonges était en ruine. La vérité, finalement, avait éclaté au grand jour, non pas comme une explosion soudaine, mais comme une flamme persistante qui avait lentement grandi jusqu'à devenir un incendie impossible à contenir ou à ignorer. Et au centre de ce feu purificateur se trouvait elle. Non plus la médecin idéaliste et naïve, non plus l'épouse trophée soumise, mais une femme qui avait connu le pouvoir de l'intérieur et avait choisi de l'utiliser pour quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Le jeu de Philippe était terminé, mais le sien ne faisait que commencer. Si cette histoire de courage et de détermination a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like à cette vidéo. Quotidiennement, nous apportons des histoires uniques qui explorent les complexités de la vie et des relations humaines. Partagez vos opinions dans les commentaires. Nous sommes impatients de savoir quelle partie de ce voyage vous a le plus touché et quelles autres histoires vous aimeriez entendre à l'avenir. À la prochaine!